mes camarades Paul, Renaud, Eliane et moi allons vous présenter notre étude sur les polynomiaux. Nous allons vous présenter ce qu'est un polynomial. Nous allons faire part de nos différentes recherches. Nous finirons par une conclusion pour répondre à la problématique. Par quelle méthode peut-on parvenir à déterminer les différents agencements de polynomiaux? Alors, le jeu polynomial consiste à remplir une surface de 12 par 5 avec des polynomiaux. C'est un regroupement de 5 carrés par 5. Nous allons utiliser trois nombres. La surface à remplir qui est A, c'est 5 multiplié par 4 qui est la largeur. Et le nombre pour tout remplir, on l'a appelé le nombre de composition, on l'a appelé N. Seul le monde W Gollon est l'un des premiers à avoir mené une étude systématique sur les polynomiaux et en avoir fait par Varma Knell. Donc, il dit différents polynomiaux de ce tableau à droite, à gauche, du coup, pour vous. Vous avez les différentes formes et à droite, vous avez le nombre de polynomiaux, mais il y en a beaucoup plus. Pour le polynomial, c'est 1 carré et il a une forme possible. Pour le domino, c'est 2 carrés, ou comme ça. Il a également une forme possible. Pour le trinomino, c'est 3 carrés et il a 2 formes possibles. Comme ça, ou comme ça. Et pour le pentamino, il a 12 formes possibles. Nous allons particulièrement nous intéresser sur celui-là. Le catamino fait recours à plusieurs notions mathématiques comme le pavage, le dénombrement, le calcul des surfaces, la symétrie axiale et centrale. Nous allons particulièrement nous intéresser sur le premier et le dernier. Donc, pour débuter nos recherches, nous avons tout d'abord mené une étude sur les pentaminaux, notamment leur forme géométrique, leurs propriétés. Ensuite, nous avons cherché à faire des décompositions de la valeur K pour ensuite réaliser des regroupements d'agencements. Et pour trouver ces agencements ensuite, essayer de calculer justement ce nombre d'agencements à l'aide de formules. Donc, premièrement, nous avons commencé par cette étude sur les pentaminaux. Donc, pour cela, nous avons étudié leurs propriétés géométriques, comme leur forme, leur dimension, leur axe et centre de symétrie, mais aussi combien il y avait de pentaminaux. Donc, vous avez ici les 12 pentaminaux que l'on a trouvé qui étaient possibles. C'est une liste, bien sûr, exhaustive de tous les pentaminaux possibles. Donc, pour faciliter un peu la tâche dans le nom qu'on peut donner aux pentaminaux, on leur a donné, en fonction de leur forme, on leur a donné à chacun une lettre qui était associée. Ensuite, on a cherché leurs propriétés géométriques. Donc, par exemple, le centre de symétrie qui est représenté ici par des points rouges. Donc, vous en avez 3, le I, le X et le Z. Pour ce qui est des axes de symétrie, vous avez entre 1 et 4 axes de symétrie, donc avec 6 polynomiaux différents, le I, le T, le U, le V, le W et le X. Et ensuite, on s'est intéressé et on a trouvé une autre propriété que l'on a appelée la propriété des formes pleines. En fait, cette propriété, elle est schématisée ici sur ces polynomiaux par les bandes blanches. Alors, la propriété des formes pleines, c'est ce qu'on a, c'est un maximum de carrés qui sont compactés en minimum de place. Si vous voulez, par exemple, le P, si vous prenez le P, vous pouvez trouver avec le même nombre et sensiblement le même agencement, le U. Sauf que si vous déplacez l'extrême carré du U, eh bien vous obtenez le P que vous ne pouvez pas plus compacter. Et voilà, c'est ce qui fait que ces trois figures sont particulières, puisqu'elles vont déterminer leur utilisation, puisque ce sont les seules figures qui sont utilisables pour des agencements de 2 par 5. Cependant, il y a une règle essentielle du catamino qui est qu'on ne peut pas utiliser 2 fois le même pentamino,
Et là, eh bien, pour les agencements de 2 par 5, il est nécessaire d'utiliser 2 fois ces pentamino. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas utiliser ces agencements de 2 par 5 et qu'il est intéressant de les traiter pour ensuite pouvoir les retirer lors des décompositions pour les regroupements d'agencements, ainsi que les 1, et que les 1 n'ont pas de solution. Et donc on en déduit que c'est donc leur forme et leur dimension qui vont déterminer leur utilisation. Pour ce qui est de la décomposition, nous sommes d'abord commencé par une décomposition en facteurs. Donc par exemple ici vous avez une largeur de 6 qui est représentée, donc la valeur K6, et on peut le décomposer en 3 fois 2. Et sauf qu'ensuite on s'est rendu compte qu'une décomposition en termes serait plus globale, puisque de toute façon 3 fois 2 c'était égal à 3 plus 3. Donc ça permettait à la fois de rassembler les facteurs premiers et faire une décomposition en termes. Alors premièrement, on s'est intéressé à une décomposition en 2 termes. Par exemple, vous prenez 10, vous avez 0 plus 10, 1 plus 9, etc. Et ensuite, on s'est intéressé à une décomposition avec 4 termes. Donc jusqu'à 1 plus 1 plus 1 plus 1, le nombre de fois 1 terme. Pour commencer, la décomposition en 2 termes. Nous avons trouvé 2 formules qui permettent de connaître le nombre de décompositions que l'on a pour un nombre en fonction de sa valeur. Donc, si k est pair, donc vous avez un nombre n de décomposition qui est égal à k sur 2 plus 1. S'il est impair, alors c'est k moins 1 sur 2 plus 1. Pourquoi plus 1? Puisque si l'on prend en compte le k plus 0, eh bien, il est nécessaire d'ajouter une possibilité. Si on ne veut pas prendre en compte cette possibilité, on peut ne pas ajouter le plus 1. Alors, ces 2 formules nous donnent cette formule composée que vous avez ici, qui va permettre de tracer le graphique juste à côté. Et vous voyez justement cette évolution en escalier qui est due au fait de l'utilisation de k et k-1. Donc, comme k dans la deuxième est supérieur de 1 par rapport au premier cas, si vous lui enlevez 1, ça revient au même cas. C'est pour ça qu'on a une évolution en escalier. Pour ce qui est de la décomposition en 4 termes, donc on a utilisé pour faciliter la décomposition, parce que d'abord on a commencé à essayer de le faire sur papier, mais comme ça prenait énormément de temps, on s'est dit qu'on allait le faire sur un logiciel Scratch. Donc pour cela on a créé un programme, et ce programme il fonctionne de la manière suivante. Vous prenez votre nombre, vous lui mettez 4, vous lui mettez 0, donc ça par exemple pour 10, vous obtenez 10 plus 0, ça vous donne votre première possibilité. Ensuite vous le décomposez, donc ça vous donnera 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5. Quand vous arrivez à 5, vous arrivez à la moitié. Donc si vous continuez, ça vous donnera 6 plus 4. Donc vous revenez sur vos pas de 4 plus 6. C'est à ce moment-là qu'on arrive. Après, on passe à une étape suivante, que l'on répétera ensuite, qui est, si on prend 1 plus 9, par exemple, on peut le redécomposer, puisque si vous prenez 9, que vous lui enlevez 1, ça vous donne 8, et 8 est supérieur à 1. Donc c'est possible de le décomposer en 1 plus 1 plus 8. Si on avait eu 6, eh bien si on avait eu 2 plus 4, alors dans ce cas-là, 4 moins 2 est égal à 2, et 2 est égal à 2, donc vous pouvez faire 2 plus 2 plus 2. Par contre, si vous aviez eu 5, que vous aviez fait 2 plus 3, alors 3 moins 2 est égal à 1, n'est pas supérieur ou égal à 2, et donc vous n'aurez pas pu faire 2 plus 2 plus 1, parce que vous l'auriez déjà fait avant en faisant 1 plus 2 plus 2. Et ensuite, on continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne une suite de 1. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est à ce moment-là qu'on arrive. Et ça nous permet de tracer le graphique suivant, que vous voyez donc une forte évolution du nombre de décompositions possibles en fonction des valeurs de k. Et ensuite, comme je vous l'ai dit avant, il n'est pas possible d'utiliser les 1 et les 2. Donc pour cela, il a fallu les retirer. Alors les 1 n'ont pas de solution, comme je vous l'ai dit, et les 2 utilisent 2 fois le même pentamino. On ne peut pas les utiliser. Pour cela, on a utilisé une formule qu'on a nommée PK, que je pourrais développer si besoin par la suite. Donc, pour enlever les 1 et 2, on a d'abord remarqué qu'il était plus ou moins égal au plafond de la racine de k. Mais en réalité, il faut s'intéresser au modulo de k par 3. Puisque si vous avez k est divisible par 3, alors modulo de k par 3 est égal à 0. Dans ce cas-là, vous pouvez le décomposer en la minimum que vous puissiez faire, c'est une suite de 3, donc 3 plus 3 plus 3, etc. Si par contre, modulo de k par 3 est 1, alors il y aura un 4, un 3 plus 1, 4. Et si vous aviez modulo de k par 3 est égal à 2, alors vous pouviez faire soit 2, 4, soit 1, 5. Et donc ça vous permettait d'enlever tous les 1 et les 2. Et là, on obtient une courbe qui est représentée à gauche. Et si vous la comparez à la première courbe, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de possibilités de décomposition sans 1 et 2. On voit dans le tableau que ça représente la différence entre le nombre d'agencements hypothétiques et le nombre d'agencements qu'on a trouvé. Donc les agencements hypothétiques, ils devraient en avoir 220, mais avec 3 par 5, on en a trouvé seulement 7. Parce qu'ils ne sont pas tous possibles.
Dans ces sets, ça va dépendre de comment on choisit la première pièce, comment on la place, et donc il y aura un effondrement des possibilités, et donc de 7 au dernier pantalon à placer, ça va descendre jusqu'à 1 ou 0. Quelques notions. Un agencement est unique s'il n'est pas l'image d'un autre agencement d'une même surface par isométrie du plan, symétrie axiale et centrale en rotation. Un agencement spécifique ne peut pas être décomposé. Les agencements isomères sont de même constituants mais sont uniques. Dans les deux figures du haut, on voit que c'est le même agencement, mais ça dépend de la rotation. Et dans les agencements du bas, ce sont des agencements différents appelés isomères, car il y a deux pièces qui changent entre eux. Voici les 7 résultats des agencements de 3 par 5. Ici, il y a quelques résultats d'agencement des 4 par 5, et on remarque qu'il y a beaucoup de fois le L rouge ou le P vert, donc on peut conclure que pour faire un agencement des 4 par 5, et ben, si on choisit un L rouge ou un P vert, on aura plus de chances de trouver un agencement possible. Si on regroupe deux agencements, on peut trouver un autre agencement. Par exemple, ici, on a regroupé un agencement de 3 par 5, un agencement de 4 par 5, et cela forme un agencement de 7 par 5. Et toutes les figures sont différentes. Alors, pour conclure, nous avons donc dans cette étude étudié les propriétés des polyluminoses, réalisé différents agencements et essayé de faire des rassemblements pour obtenir des agencements pour des valeurs plus grandes de K. Nous avons cependant rencontré quelques difficultés, notamment sur la manière de déterminer le nombre d'agencements avec une forme. Nous n'avons pas réussi à aller jusque-là par manque de temps. On pourrait donc se poser encore quelques questions, notamment par quelle méthode on pourrait déterminer ce nombre d'agencements en fonction de la valeur K. Pour ça, nous avons commencé à explorer quelques pistes. L'utilisation des matrices pour représenter les polyluminoses, avec des additions de matrices pour voir si des agencements seraient possibles ou non. Un programme Scratch qui permettrait de le faire de manière plus automatique. Et enfin, les imbrications élémentaires qui sont des imbrications de polyluminoses qui sont récurrentes dans les utilisations. Et dans ce cas-là, on se dit que si on prend deux polyluminoses qui forment des imbrications élémentaires, il y aurait beaucoup de chances de trouver des possibilités d'agencement. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions ? Alors non, on n'a pas pu faire ça puisque comme vous l'aviez au-dessus, il me semble, on n'a pas réussi à trouver tous les agencements pour 4 par 3 et pour 4 par 5 et pour 3 par 5, on n'a pas assez de possibilités pour vraiment faire la probabilité. Alors que pour 4 par 5, il y aurait plus de possibilités, mais comme on a trouvé seulement une trentaine, on n'a pas pu vraiment faire quelque chose de bien précis. D'autres questions? Oui. Alors, un modulo, c'est le modulo d'un nombre par un autre nombre, de k par n, ça va être le résultat de la division euclidienne de k par n. Donc, par exemple, si tu as le modulo de 7 par 3, et bien, si tu divises avec la division euclidienne 7 par 3, tu vas obtenir un résultat, un quotient de 2 et un reste de 1. Et donc, le modulo va te donner ce reste-là. Sûr d'avoir compris si dans les petits exemples, qui sont pas forcément si petits du nombre de possibilités, du genre 3 x 5, 4 x 5, ce que vous présentez là, vous êtes sûr que c'est à quel point vous êtes sûr que c'est la totalité des possibilités, et si oui,
comment vous faites, ou est-ce que vous n'êtes pas sûr, comment ça se passe? Alors, pour les 3 par 5, on a cherché, on a une technique qui consiste, on verra mieux là, c'est que par exemple, ici, les 4 derniers 4 par 5, ici vous voyez qu'il y a la position du L rouge et du V bleu foncé, du L rouge et du V bleu foncé, eh bien on la retrouve dans ces 4 agencements. Et en fait, le but, pour essayer d'être le plus exhaustif possible, ça a été de prendre un agencement, de garder au moins 2 pièces, et ensuite de chercher toutes les autres possibilités de le remplir en positionnant autrement les pièces. Et donc pour les 3 par 5, ben, logiquement on a beaucoup moins de possibilités, et c'est ce qui nous a permis, par exemple, avec quand on prend le U, si on prend le U bleu clair, eh bien on a essayé de le placer dans toutes les manières qu'on pouvait, et de voir si on pouvait placer d'autres polyminos. Et donc c'est comme ça qu'on est à peu près sûr d'avoir trouvé toutes les possibilités pour 3 par 5. Mais pas sur 4 par 5. Alors 4 par 5, là on en a présenté une dizaine, en tout on a trouvé une trentaine, et on en découvre encore quand on recherche des fois. Voilà. Une dernière question? Oui. C'est pour le 4 sur 5. Le rouge, il est presque tout le temps sur la deuxième. Alors, il n'y a pas qu'une figure qui n'en a pas. Là, on a mis cette figure-là pour justement montrer cela, que souvent il y avait du L rouge, mais que justement pas tout le temps. Et donc, oui, effectivement, sur certaines figures, vous n'avez pas de L rouge, mais par contre, ici, tu vois qu'il y a un P vert. Donc, ce qui explique que si on choisit un L rouge ou un P vert, il y a beaucoup de chances qu'on trouve un agencement qui fonctionne. Après, il y a bien sûr des agencements qui n'ont ni P rouge, ni L vert. Donc là, tu as moins de chances de les trouver. Mais dans le jeu, le but, c'est de trouver un agencement le plus rapidement possible. Et donc, si tu veux trouver l'agencement le plus rapidement possible, la meilleure idée, c'est de prendre un L rouge ou un P vert. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour cette exposition. Professeur de mathématiques, Madame Barbeau, et bien sûr Monsieur Jimmy Garnier, qui a été le chercheur qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Merci. Merci à tous les orateurs, les encadrants, les professeurs de cette première session. Donc là, jusqu'à 10h40, il y a le